Bonjour, aujourd'hui, pour les auditeurs de Radio Fidélité, l'émission Un jour une vie de Jean-Marie Roussière qui reçoit aujourd'hui Michel Carvat, artiste et imitateur. Bonjour Michel Carvat. Bonjour Jean-Marie. Je vois qu'on est en pleine forme. En pleine forme, oui. Alors, on va parler de votre vie d'enfant, votre vie d'adolescent, votre jeunesse, votre vie adulte et bien sûr de votre passion, de votre métier, de votre passion imitateur. Alors, Michel Carvat, au fait, c'est son vrai nom, Michel Carvat ? Alors, Michel Carvat, ce n'est pas mon vrai nom. Michel Carvat, c'est un pseudonyme qui m'a été donné, si je peux m'exprimer ainsi, à l'époque où je faisais la rue de la Cloche, par Jo Bernon, qui m'a dit que mon nom était trop long. Mon véritable nom, c'est Carvargan. Ça sent le breton, ça. Ça sent le breton. Ah. Alors, le petit Michel, donc il a eu quelle enfance exactement ? Alors, le petit Michel a une très belle enfance, entouré de ses parents et puis de trois sœurs, deux sœurs plus âgées, une sœur plus jeune. J'ai surtout vécu avec la plus jeune parce qu'on avait 5 ans de différence et on a vraiment passé de très très bons moments ensemble, de très très beaux moments ensemble. Et avec mes deux autres sœurs, c'était un peu plus compliqué parce qu'elles ont quitté la famille, la maison, on va dire assez jeunes. Et je n'ai pas profité de ce rapprochement avec elles. Mais bon, on s'est rattrapé plus tard. Et vous étiez le guéluron déjà ? Le guéluron, pas vraiment, non. Non, j'étais plutôt introverti, mais avec derrière, dans le fond, quelqu'un qui avait envie de s'exprimer, mais où, quoi, quand, comment, je ne savais pas. Il a fallu que je cherche et j'ai cherché longtemps. C'est-à-dire le petit Michel était perdu dans ses rêves. Voilà, j'étais perdu dans mes rêves et c'est vrai que de s'imposer vis-à-vis du monde qui nous entoure, des adultes qui nous entourent, c'est parfois difficile parce que aujourd'hui les enfants ont la parole facile, mais à mon époque, si je peux le dire, si je puis dire, c'était difficile de s'exprimer dans le monde adulte. On n'avait pas forcément la parole facile. Il fallait pas lever le doigt non plus pour s'exprimer, mais un petit peu si quand même. Et ça serait bien que ça revienne aujourd'hui quand même. C'est bien. Et papa, maman, ils étaient comment ? Papa, maman, alors maman, c'était elle était plus autoritaire que mon père. Ma mère, c'était tout à la maison. Ma mère ne travaillait pas à l'époque où j'étais enfant, donc elle était très très présente. Et puis mon père, lui aussi très présent parce qu'il était en invalidité de travail, donc il était très présent à la maison et j'ai eu cette chance-là quand même. Validité pour ? Alors, longue maladie. Oui. Ouais, longue maladie. Et donc, quand on est petit, on ne sait pas ces choses-là. On l'apprend avec le temps. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi notre père est tout le temps à la maison. C'est ce genre de choses. Et vous avez traîné vos pas sur le quartier de Nantes Alors, j'ai vécu mon enfance à la Chabossière, moi. À la Chabossière. C'est tout près. Oui, c'est tout près. Et quand on parlait de Nantes, étant petit, on y allait en bus. C'était toute une expédition. On y allait 2 fois l'an pour aller acheter des habits, des chaussures dans les grands magasins de Nantes. Ouais, c'était l'expédition. C'était l'expédition et c'était un peu la fête aussi. Hein. Voilà, c'était un peu... C'était la sortie. Oui, l'émerveillement. Ah, d'accord. Et le jeune Michel, il faisait du sport. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait des arts. Alors du sport, je me suis prêté un peu au sport très brièvement, on va dire pratiquement 2 ans dans un club de rugby qui s'était formé à la Chabossière où j'habitais. Et il a fallu 2 ans pour que je suis persévérant et donc j'ai attendu au moins 2 ans avant de constater que c'était pas vraiment mon truc, quoi. C'était un peu trop violent pour moi. Je suis pas assez. Faut être un peu méchant, un peu hargneux. Et moi, j'avais pas cette hargne. J'étais trop gentil pour. Je recevais plus les coups que j'en donnais, même si c'est pas un sport où on se donne des coups, bien sûr. Ça vous a marqué, ça ? Marqué, oui, mentalement, oui, ouais. Mais ceci dit, aujourd'hui, j'aime et depuis, j'ai toujours aimé ce sport, mais
je me suis contenté de le voir simplement à la télévision ou en direct sur les stades, quoi. Et quelle passion vous aviez autrement La passion, j'avais la passion, j'étais toujours à la recherche d'une manière artistique de m'exprimer dans quelque chose, mais je savais pas quoi. Alors quand j'étais enfant, je faisais des marionnettes avec des bouts de tissu. Ma mère faisait de la couture, donc je récupérais des bouts de tissu et j'en faisais des marionnettes avec des bouts de tissu, mais c'était très, comment dirais-je, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. C'était schématique, quoi. J'avais une tête, deux bras que je faisais avec les doigts, mais et puis je faisais parler mes personnages Ouais, c'était le petit spectacle déjà, quoi. Le petit spectacle, ouais. C'est ça. Hein. Donc j'ai cherché là-dedans, j'ai cherché dans le dessin. Dessin. Dans le dessin, et puis j'ai pris des cours avec un monsieur sur Couëron, monsieur Masselin, je me souviens à l'époque. Où j'ai pris des cours de dessin pour essayer de trouver ma voie en quelque sorte. Et qu'est-ce que je voulais dire, le dessin vous apportait quelque chose, beaucoup vous recherchiez quelque chose dans le dessin? Oui, mais ça m'a pas apporté forcément une solution à ce que je cherchais, probablement. Je dis ça d'une manière ouverte aujourd'hui, mais cette recherche, il a fallu du temps et le dessin m'a pas apporté forcément. Ça a été qu'une expérience dans ma vie qui m'a permis de m'exprimer, certes, mais qui m'a pas apporté ce que je recherchais, le bonheur. À vous entendre, vous étiez un petit peu éparpillé dans tout ça. Éparpillé. C'est ça. Hein. Mais je cherchais. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Parce qu'actuellement, on trouve des jeunes qui cherchent pas du tout. Non. Il y avait le désir, hein. Il y avait quand même le désir de comprendre, de faire quelque chose, oui. de rêver à quelque chose. Tout à fait. Oui. Et alors, donc, on va arriver à la jeunesse, tout s'est bien passé. La jeunesse, oui, tout s'est bien passé, oui. Toujours du sport un petit peu, mais j'ai fait que 2 ans de rugby, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça a été plutôt dans cette période après la jeunesse, quoi, vers 14-15 ans. Voilà. Après, j'ai pas fait d'autres sports, non, je suis... Non. Non. Allergique. Non, pas allergique, mais... Là, une fois de plus, j'aime bien utiliser ce mot-là, même si c'est un peu péjoratif. C'est pas mon truc, quoi. Ouais. C'est pas mon truc, le sport. J'aime beaucoup le sport à la télé, mais pas forcément le sport. Ouais. Eh bien, écoutez, on va passer après l'âge adulte. D'accord. Très importante. Oui. Un jour une vie, une émission de Jean-Marie Roussière qui reçoit aujourd'hui Michel Kerva, artiste imitateur. Alors, Michel Kerva, artiste imitateur, mais avant vous aviez donc un autre métier, j'ai compris. Et ce métier, c'était lequel? Il était passionnant, il était voulu. C'est le hasard de la vie qui m'a emmené vers ce métier. Au départ, j'avais j'avais un CAP, un BEP de dessinateur industriel, parce que j'aurais voulu faire les beaux-arts, mais les beaux-arts, quand j'ai fait mon orientation, on m'a dit que c'était pas un métier. Alors on m'a orienté vers le dessin de construction mécanique. Bon, ça n'a rien à voir, ça n'a rien d'artistique, mais c'est quand même... J'ai passé du bon temps à faire cette formation, et puis après, cherchant un métier de dessinateur, j'ai beaucoup peiné, quoi. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé de poste d'usine ou de société qui voulait m'engager. C'était déjà un métier en voie de perdition, on va dire, et qui s'était modernisé. Moi, j'avais appris le métier de dessinateur de manière classique. Bref, j'ai abandonné cette idée, et donc j'ai fait plein de petits métiers avant d'arriver au métier de facteur. Vous cherchiez encore, hein? Je cherchais, mais là où on m'offrait une place, donc j'ai lavé les carreaux des magasins dans les rues de la ville de Nantes.
j'ai travaillé dans un magasin de tissus connu, je ne sais pas si je peux citer le nom, dans Nantes, qui s'appelait Bouchara. Et puis après, j'ai passé le concours à la Poste, le concours de facteur, ça existait encore à cette époque, parce que la jeune femme que je fréquentais, à l'époque, j'utilise de vieux termes, avait un papa qui travaillait à France Télécom et il m'avait dit pourquoi tu passes pas le concours de facteur. Et donc j'ai passé le concours de facteur pour devenir facteur. C'était pas la vocation, hein. C'était pas la vocation, non, mais tout le monde disait c'est un métier sûr, c'est un métier si on s'engage dans le métier de facteur à la Poste, après on peut gravir des échelons, c'est un métier sûr, quoi. On risque pas d'être au chômage. Donc c'était l'atout principal qu'on m'invoquait pour me diriger vers cette voie. Donc j'ai passé le concours, j'ai eu le concours et puis je suis allé à Paris quelques temps. J'ai eu la chance où il y avait des mouvements de personnel à cette époque-là. Quand je parle de mouvement de personnel, c'est-à-dire qu'on titularisait beaucoup à cette époque-là. Donc il y avait un roulement entre les gens qui étaient à Paris et les gens qui étaient en province. Et je suis revenu au bout de 2 mois et demi sur Nantes. Paris, c'était le passage obligé. Paris, ouais, tout à fait. Passage obligé. Ça ne m'enchantait pas vraiment parce que moi, habitant la Chabossière, déjà Nantes pour moi c'était, j'étais perdu. Donc Paris. Je devais avoir une vingtaine d'années, 20 ans, tout proche, mais bon. Alors le facteur a fait beaucoup de vélo pour distribuer les bonnes nouvelles. Forcément. J'ai fait beaucoup de vélo, oui et non. J'ai fait beaucoup de voitures. J'ai fait la distribution des paquets en triporteur. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Et puis en 2 chevaux commercial, avec des belles suspensions. À l'époque, c'est vrai que quand je parle de ça, j'ai l'impression d'avoir 115 ans, dans des 4L aussi. Ça durait combien de temps, le facteur ? Ça durait 33 ans. Ah, 33 ans. Oui, fidèle quand même. Oui, fidèle, ouais. Peut-être un petit peu timbré déjà, parce qu'il y avait l'imitateur Michel fallait mettre le paquet. Oui. Carva qui était derrière. Oui. Alors, Michel Carva, donc il a fait facteur, oui. quand même sur une très longue période. Il a distribué des bonnes et puis peut-être des mauvaises nouvelles. Tout à fait. Il a fait des rencontres peut-être avec des gens extraordinaires. Pour ça, c'est un beau métier, parce qu'on fait de très belles rencontres. C'est ça, et ordinaires aussi. Oui. Et peut-être les gens ordinaires sont des gens extraordinaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Sur ma tournée, j'ai vraiment rencontré des gens simples, ouverts, facilement abordables. Et c'était à travers nos discussions, c'était toujours passionnant, quoi. Alors, Michel Carva, imitateur, artiste, est rentré comment dans ce créneau-là du spectacle ? Alors là, une fois de plus, c'est le hasard de la vie. J'avais un collègue facteur qui connaissait Marcel Chicot, bien connu de la Cloche. Voilà, des Nantais. Et à cette époque-là, dans les années 80, il recherchait un renouveau, de nouveaux artistes pour faire partie de la revue de la Cloche. Et donc, ce collègue facteur, Christian, m'avait dit « Tiens, il faudrait que tu rencontres Marcel Chicot pour parler de ça avec lui. » Donc, Marcel Chicot m'a reçu et Marcel Chicot m'a dit qu'ils ouvraient pas une école, mais en quelque sorte une école où ils permettaient justement aux artistes régionaux, nantais, de s'exprimer dans un domaine artistique, quel qu'il soit, imitateur, chanteur, jongleur. En tant que bénévole. En tant que bénévole, oui. Tout à fait. Donc, j'ai passé une audition avec d'autres personnes. Et puis, ça a commencé comme ça. Le Clocher Club la Cloche a créé le Clocher Club. Qui existe encore. Oui, qui existe encore. Et c'est là que j'ai fait mes armes avec Jacques Remaud, qui était à la direction à ce moment-là, avec Marcel Barbier, Jean Minier. Les anciens, oui. Les anciens de la revue. Et alors, pourquoi Bourvil, où vous avez donc attaqué tout de suite l'imitation ? Alors, il y avait Bourvil, mais il y avait d'autres voix. Bourvil, c'est venu un tout petit peu plus tard. C'était des voix. Alors, je prenais comme modèle Thierry Leluron à l'époque, qui était
l'imitateur numéro 1 à la radio, à la télé. C'est vrai que c'était quelqu'un à qui je vois une grande admiration et j'ai pris mes modèles un petit peu au départ sur ces imitations. Donc c'est venu comme ça petit à petit. Michel Carvat, on va écouter un texte oui. que tout le monde adore puisqu'on vous a déjà entendu sur scène, oui. Qui s'appelle Grand-mère. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà résumer avant donc de proposer ce texte? Oui, tout à fait. Oui. Moi je l'appelle la lettre à ma grand-mère. C'est de Bourvil, hein? Oui. Donc comment dirais-je, je parle quand j'étais enfant de ce que ma grand-mère disait, ce qu'elle pensait de la vie. Et puis après, c'est en comparaison ce qu'est devenu la vie aujourd'hui quand moi je suis devenu adulte. Eh bien, on va écouter grand-mère. Je voudrais vous dire un petit texte au sujet de ma grand-mère. Je voulais vous dire tout simplement que quand il neige, c'est le bon Dieu qui plume ses oies, disait ma grand-mère quand j'étais petit garçon. Quand il grêle, c'est le bon Dieu qui répare ses carreaux, disait ma grand-mère quand j'étais petit garçon. Quand il tonne, c'est le bon Dieu qui parle avec sa grosse voix, disait ma grand-mère quand j'étais petit garçon. Quand il vente, eh bien là, c'est le bon Dieu qui souffle sur ses doigts, disait encore et toujours ma grand-mère quand j'étais petit garçon. Et puis quand il pleut, eh bien, c'est le bon Dieu qui pleure sur les hommes, disait encore ma grand-mère quand j'étais petit garçon. Un jour, le bon Dieu est venu chercher ma grand-mère. Et comme le bon Dieu c'est quelqu'un d'important, eh bien, je crois qu'elle s'est laissée faire. Depuis, pour moi, le temps a bien changé. Quand il neige, eh bien là, ce sont les hommes qui se droguent en reniflant. C'est le progrès, grand-mère. Quand il grêle, eh bien là, ce sont les hommes qui trafiquent des diamants. C'est l'avenir, grand-mère. Quand il tonne, eh bien là, ce sont les hommes qui sont de plus en plus militaires. Faut s'y faire, grand-mère. Et quand il vente, eh bien là, ce sont les hommes qui atomisent la terre. Et là, on n'y peut rien, ma pauvre grand-mère. Et enfin, quand il pleut, eh bien là, je crois que c'est toujours le bon Dieu qui pleure sur les hommes. À bientôt, grand-mère. Un jour, une vie, une émission de Jean-Marie Roussière qui reçoit aujourd'hui Michel Carvat, artiste imitateur. Michel Carvat, artiste imitateur qui imite donc Bourvil, mais peut-être d'autres voix. Combien en tout? Alors le nombre de voix n'a pas d'importance, j'ai jamais compté. Alors certaines personnes autour de moi me disent 60, 80. Mais j'ai jamais pris un papier, un crayon pour dire, voilà, je vais faire les comptes. Alors, ça n'a pas d'importance. Ça vient comment, ça? Imiter une voix, tout d'un coup, une nuit, voilà, on se dit, je vais imiter Coluche. Vous imitez Coluche, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Et... ouais, parfaitement, ouais. Bon. Magnifique. Mais ça vient comment? Ça vient comment? Ça vient... Je travaille pas forcément les personnages. Quand une voix me parle, si j'ose m'exprimer ainsi, quand une voix me parle et que j'ai quelque chose à dire, ça vient comme ça d'une manière spontanée au moment où je m'y attends le moins. Je ne veux pas dire que c'est un miracle, mais presque. C'est quand je vais être dans ma voiture où ça sera pas, je serai pas forcément devant une glace ou devant un micro à m'écouter ou dans la voix elle va sortir toute seule. Mais vous avez un jury, vous avez des gens qui vous écoutent, qui vous disent ouais c'est super, ça colle pas. Non. 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 Vous vous enregistrez, non? Pas du tout. Non. Même pas. Même pas, non. Et si on tombe à côté, on fait comment? Alors c'est prétentieux de dire ça, mais si vraiment je ne me complais pas dans cette voie-là, je la fais pas.
Je la fais pas, j'insiste pas. J'ai pas envie de faire de l'à peu près, mais une imitation, comme je dis à chaque fois, c'est la voix, c'est les mimiques, le texte et voir l'accessoire qui va conforter l'ensemble du personnage. Donc sur ces 4 éléments, si on en a 1 sur 4, c'est pas terrible. Si on en a 4 sur 4, c'est magnifique. Si on en a 3 sur 4, ça peut passer. Mais 2 sur 4, c'est moyen, donc on fait pas, quoi. Et vous recherchez en premier, par exemple, une imitation qui passe des messages en spectacle pour le public? Moi, quand je fais une imitation, c'est pas pour reprendre des textes qui existent déjà, c'est pour reprendre, pour écrire mes propres textes et dire à la manière de, par exemple, Coluche, qu'est-ce qu'il aurait pu dire, aujourd'hui, ou Bourvil, qu'est-ce qu'il aurait pu dire, ou qu'est-ce qu'il aurait pu chanter. Voilà, c'est faire à la manière de. D'accord. Voilà. Et vous avez rencontré beaucoup d'artistes autrement, en dehors de tout ça. Vous avez pu échanger. Vous avez. Qu'est-ce que ça vous a apporté vraiment, le fait d'être sur la scène devant un public, ça vous apporte quoi? Il y a quelque chose qui passe. Oui. C'est un désir de faire. C'est un désir, scène. mais ce qui est paradoxal, c'est que à chaque fois que je vais faire un spectacle, je suis la boule au ventre. Voilà, la boule au ventre. Je suis pas jusqu'à me dire qu'est-ce que je fais là, parce que je l'ai cherché quand même. Faut être un peu idiot. Ouais, c'est vrai. Mais une fois que c'est parti, ça apporte un bonheur, de voir c'est les gens exaltant, heureux. voilà, de voir les gens heureux, d'apporter du bonheur, de l'émotion, de la tendresse. Et de voir parfois simplement l'œil briller. J'ai eu l'occasion de faire des spectacles dans des maisons de retraite, par exemple, où le spectateur ne va pas s'exprimer de la même manière. Au début, ça fait drôle, mais après, on le sait. Et on regarde les gens, ils s'expriment dans l'œil, quoi. L'œil est brillant. Quand ils vont applaudir, ça va pas faire des grands clap, 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 mais c'est merveilleux, quoi. On voit qu'on leur apporte beaucoup de bonheur dans ces maisons de retraite à ces personnes qui sont là et qui en ont besoin. Et qui en ont besoin. Mais vous faites des imitations d'artistes disparus. Oui. En fait, vous faites du spectacle, on peut dire du passé. Oui. Oui. J'ai quelques personnages encore vivants, hein, quand même. Mais c'est peut-être ça que les gens d'un certain âge adorent. Tout à fait, ouais. Ça leur rappelle leurs souvenirs d'enfance, oui. de leur jeunesse, peut-être de leurs amours. Oui, tout à fait. Mais bon, je fais des personnages plus récents qui ne sont plus là, hélas, mais que j'aime faire revivre parce que ils font partie de la vie de beaucoup de gens, comme je vais citer Johnny, Aznavour par exemple, que je fais. J'ai fait un tableau hommage où je fais revenir également Serge Reggiani, Brassens, etc. C'est vrai qu'au niveau de la chanson française et au niveau des humoristes aujourd'hui, surtout au niveau de la chanson, c'est plat. C'est plus ce que c'était. Est-ce que tout a été dit, ou est-ce qu'il y a plus de personnes qui savent écrire aujourd'hui, à part Francis Cabrel, des gens, Gauvin Serre dans les plus récents, qui écrit de très très beaux textes, mais c'est vrai qu'au niveau des textes, c'est pas terrible, quoi. Ça manque de vocabulaire et ça manque d'histoire, surtout d'histoire, ce qu'on aime bien dans une chanson, ce que faisait Bourvil, ce que faisait Fernandel, avec des chansons qui prêtaient à rire, mais des chansons aussi à émotion. Il savait exprimer des chansons tristes et humoristiques, qu'aujourd'hui il n'y a plus rien. On répète 100 fois le même mot, on répète des mots simples. Parfois c'est à la limite du français lisible, écoutable. Enfin, et bon, les gens achètent. Hein. Comme disait Coluche, tant que les gens achèteront. Ah, il en passait des messages, lui. Hein. Ouais, il en passait des messages. Ouais. Vous avez une petite fierté pour lui. Hein. Ouais, c'est quelques cas. Bon, Coluche, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai qu'il avait. Il avait des mots forts. Il avait des mots forts. Il avait ce côté. Alors, certains disent vulgaire, mais bon, c'était Coluche, c'était comme ça, c'était à son époque.
Maintenant, il viendrait aujourd'hui avec le discours qu'il avait, avec l'humour qu'il avait. Je ne pense pas qu'il passerait aujourd'hui d'une manière aussi facile. On est dans un monde aujourd'hui, on conteste beaucoup les formes d'humour et tout est analysé dans ce qu'on dit avec les réseaux sociaux. C'est épouvantable, quoi. Avec peut-être les menaces de procès. Les menaces de procès, oui, et puis les menaces de mort aussi. Hein. Ah oui, je pense, ouais. Et quels artistes vous avez rencontrés qui vous ont ému, des artistes connus? Alors, j'ai eu la chance de faire première partie de Daniel Guichard. Oui. C'est quelqu'un avec qui j'ai pu échanger, converser, qui est quelqu'un de simple. De simple, oui, tout à fait, ouais, qui sait écouter et puis et avec qui j'ai passé un excellent moment, qui m'a rassuré sur mon talent. On a toujours des doutes à ce sujet-là. Je lui ai pas posé la question, je lui ai pas dit alors. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait? Non, tout simplement, je l'ai pris comme un compliment. À la fin du spectacle, il m'a rappelé et à la fin de son spectacle, parce que je suis passé en première partie, il m'a fait revenir pour qu'on salue tous les deux ensemble et il m'a représenté. Si vraiment j'avais eu si j'avais fait une prestation de piètre qualité, je pense qu'il ne m'aurait pas fait revenir, il m'aurait vite oublié. C'était un grand moment. Ah oui, c'était un grand moment, ouais. On s'est pris par l'épaule, on a salué tous les deux, c'est magnifique. Et d'autres? Et d'autres, Adamo. Adamo. Oui. Adamo, c'était à la fête du Pont de Louan, c'était il y a quelques années, c'était une très belle fête où ils ont fait venir beaucoup d'artistes. Pendant des années, hein. Ouais. Fête en plein air, je comprends. Fête en plein air, ouais. Là, c'était impressionnant parce que c'était, je me souviens plus du chiffre, mais au niveau du nombre de spectateurs, c'était 2, 3, 4 000, je sais plus. C'était impressionnant. Mais ça a été une bonne expérience parce que je me suis aperçu que finalement, que de jouer pour moi devant 15 personnes, comme ça m'est arrivé parfois, et de jouer devant 2 ou 3 000 personnes, l'exercice est le même. On n'a pas à faire de différence. Et l'émotion est la même? L'émotion est multipliée, bien sûr, mais finalement, on se rend compte, après coup, que l'exercice est le même parce qu'il faut se donner au public, il faut faire voir ce qu'on sait faire et que finalement, c'est pas plus difficile, quoi. Ça a été une bonne expérience pour ça. Michel Carva, artiste et imitateur, si vous le voulez bien, on va partir dans une gare. D'accord. On va vous écouter. Fredo, le porteur. Me voilà. C'est moi, Fredo le porteur. Est-ce que je peux en voir des gens du matin au soir dans ma gare que l'on dit si bizarre? Des décidés, des hésitants, des pressés, de ceux qui prennent leur temps, tandis que moi, je prends leur valise. Et dans tous ceux-là qui s'en vont, on n'en voit jamais qui se disent « Tiens, peut-être que le porteur, il trouverait ça bon de monter avec nous dans le wagon. » Alors moi, je reste Fredo le porteur. L'autre jour, un taxi s'arrête. Je me précipite, c'était mon tour. J'ouvre la portière, je rentre la tête pour voir s'il y avait du loup, et voilà que j'aperçois une fille. Une fille qui avait tellement de beauté que j'en étais tout paralysé. Tout en tremblotant sur mes quilles, elle me dit avec un sourire « Tenez, porteur, prenez tout ça !» Et moi, j'étais comme un mannequin de cire. Je la regardais, je ne bougeais pas. J'avais envie de lui dire « Madame, depuis qu'il m'est permis de rêver, depuis que je connais le verbe « aimer » dans mon corps, dans mon cœur et puis dans mon âme, c'est surtout à vous que j'ai pensé. Oh, sûrement que vous étiez une inconnue, celle qu'on arrange à sa façon, qui ne refuse rien, qui se met toute nue et qui a la peau comme une chanson dont chaque refrain dirait « Je t'aime ». Et je suis là, devant vos yeux, vos grands yeux bleus, si grands, si bleus, si sombres, qui trouvent moyen avec tant d'ombre de rester autant lumineux, qu'il faut convenir que dans le fond des cieux, que la nuit a dû crever son voile pour que ces plus jolies étoiles dégringolent pour s'installer chez eux. Mais la fille m'a interrompu. « Alors, l'ami, qu'est-ce que vous faites? Ça ne va pas bien, vous êtes perdu ?» Je lui ai dit non, en secouant la tête. « Bon, alors qu'elle dit ça va, n'attendez pas, prenez tout ça. » J'ai empoigné les bagages, les sacs, les cartons à chapeau. Je me suis tout filé sur le dos.
et je suis parti dans son sillage, vers le wagon capitonné où je l'ai doucement installé pour qu'elle soit bien pendant le voyage. Quand elle m'a tendu le pognon, sûrement qu'elle n'a pas dû comprendre lorsque subitement j'ai dit non et que je me suis dépêché de descendre. De là, je suis parti au bistrot. J'ai bu un coup, j'ai bu 2 coups, j'ai bu 3 coups. J'ai bu jusqu'à temps que je sois saoul. Puis j'ai expliqué aux copains, aux poteaux, les beaux yeux, les cheveux de ma blonde. Et quand j'ai eu fini de raconter, si vous aviez vu à la ronde comment ils ont tous rigolé, alors moi, j'ai rigolé avec eux. Entre hommes, fallait ça, c'était mieux. Mais qu'est-ce que ça me faisait mal de rire. Surtout que je ne pouvais pas leur dire que d'un seul coup je me sentais tout vieux. Parce que moi, Fredo le porteur, je venais de faire la plus grande bêtise de ma vie, en ayant porté la valise qui pour toujours emmenait mon cœur. Nous continuons l'émission de Jean-Marie Roussière, Un jour une vie, avec aujourd'hui un invité artiste imitateur, Michel Carvat. Fredo le porteur, c'est une belle histoire, un petit peu triste quand même, mais c'est une histoire. C'est une belle histoire, moi c'est ce que j'aime dans les textes, dans les chansons, comme je le disais précédemment, c'est magnifique. Vous écrivez des histoires autrement, à titre personnel? Je prends pas le temps. Ah, le temps. Qu'est-ce qu'il est pour vous, le temps? Le temps, il faut avoir le temps, il faut avoir l'inspiration. L'inspiration, j'en ai pas mal. Je fais pas dans ce genre d'écriture émotionnelle. Je fais dans l'écriture d'exercice de style. J'ai écrit, par exemple, sur le thème de la télévision, par exemple, j'ai écrit un texte. Alors, il faut que ça parle aux gens. Aujourd'hui, on ne regarde plus beaucoup la télévision, mais c'est un texte qui marche bien parce que j'ai repris tous les titres des émissions de télé en les mettant bout à bout. On s'aperçoit que ça peut faire un texte. Une histoire. Donc ça, c'est un exercice de style que j'aime bien, avec les expressions aussi sur les animaux, les expressions... Vous êtes peut-être un nouveau La Fontaine, non? Non. Oh là là, bien prétentieux. Non. Non, mais il faudrait que je prenne le temps d'écrire sur l'émotion, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, mais on s'aperçoit que c'est très difficile. Et c'est vrai que Bourvil, pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple, une fois de plus, comme l'était aussi Fernandel. Et Fernandel était aussi l'exemple de Bourvil, parce qu'ils savaient tous les deux s'exprimer et toucher. Non seulement ils savaient faire rire, mais ils savaient faire aussi toucher et faire pleurer les gens avec leur talent. Et aujourd'hui, il n'y a pas pour moi, il n'y en a pas de comédien aujourd'hui qui est capable de faire dans le style. Michel Carvat, il prend du bon temps quand même? Oui, je prends du bon temps, oui, il faut dans ma vie, parce que... Vous avez une famille? Oui, j'ai une famille. J'ai 2 garçons issus d'un premier mariage, Gaëtan et Damien, qui ont 42 et 39 ans aujourd'hui. Ah oui, quand même. 2 grands enfants. Oui, ils sont grands. Je suis aussi papy d'un petit Sacha. Ah, très bien. Voilà, qui a 4 mois aujourd'hui. Oui. Et puis, j'ai refait ma vie et je suis papa d'une petite fille aujourd'hui, Gianna. Et qu'est-ce qu'ils font les grands-enfants là, autrement? Qu'est-ce qu'ils font les grands-enfants? Je suis curieux. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, mon aîné est sur Paris. Il est dans le domaine du droit d'entreprise. C'est pas artiste, ça? Non, pas vraiment. Et l'autre, alors autant... Là, on va dire c'est plus intellectuel, si on peut appeler ça intellectuel, parce que c'est dans le domaine de l'assurance, mais c'est plus le cerveau qui marche. Ça ne veut pas dire que l'autre, son cerveau ne marche pas. Attention, il ne faut pas s'y méprendre. Oui. Il est dans, comment dirais-je, dans le bâtiment. Donc, il installe des cuisines, il fait de la rénovation, c'est plus un manuel. C'est parce qu'il a arrêté, lui, il serait pas vu derrière un bureau. Non, il fallait que ça bouge. Et comment il considère papa?
Oh là, On s'est jamais posé la question? Non, c'est pas facile. Non. Et ils vous admirent et je sais ils sont à vos côtés. S'ils m'admirent, c'est prétentieux de dire ça. Ah, ça... Si, je pense que... ils sont heureux. Oui, ils sont heureux. Moi, je suis heureux de les voir à chaque fois. Ils expriment pas, eux, on va dire forcément de l'admiration à mon égard, mais ils ne sont pas hostiles non plus à ce que je fais. Et à mon insu, je l'ai découvert il y a pas longtemps, tous les deux savent aussi faire des imitations, mais ils ont jamais poussé la chose jusqu'à aller s'exprimer sur scène. Peut-être qu'entre copains ou entre amis ou en famille, ils le font, je ne sais pas. Mais c'est rigolo, des fois, ils se lâchent comme ça et je dis, tiens, on dirait moi. Normal. Ouais. Et la famille, ça représente quoi pour vous? La famille... dans la vie que j'ai traversée, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop complexe et puis on n'est pas là pour ça. Puis j'ai pas envie de tout raconter non plus. C'est compliqué. Parfois la vie peut être linéaire pour certaines personnes. Pour moi, elle était assez chaotique. Mais aujourd'hui, je me retrouve avec Marie, avec qui j'ai refait ma vie et qui m'a donné une belle petite fille. J'attends un deuxième enfant également pour le mois d'avril, un petit frère. Et elle m'a redonné le sens de la famille. Votre question est très importante. C'est vrai qu'elle m'a redonné le goût de la famille vers laquelle je m'étais peut-être un peu éloigné, notamment de mes deux sœurs. Mes deux sœurs, la plus jeune, puis celle qui est au-dessus de moi, qui a 7 ans de plus. Pas l'autre, malheureusement, parce que je l'ai perdue il y a quelques temps. Mais elle m'a fait redécouvrir le sens de la famille et l'importance de la présence de la famille autour de soi. Et ça me rend très, très, très heureux parce que c'est vrai que plus jeune, on a envie d'indépendance, on a envie de se détacher de la famille, des parents. Et il faut un certain temps avant de les retrouver. Pour certains, il ne faut pas longtemps. Il y en a qui ne les lâchent pas. Moi, j'avoue, mea culpa, comme on dit, je l'ai pas abandonné, mais je l'ai pas forcément assez vu et j'ai pas entretenu forcément des rapports avec eux suffisamment. Mais j'essaye de me rattraper, même si on ne rattrape pas le temps. On parlait du temps tout à l'heure. On essaye de se voir le plus souvent possible maintenant, parce que le temps passe et il ne faut pas passer à côté de sa famille. Et vous pensez que les familles ont perdu les valeurs actuellement dans notre société? Non, je pense pas, non. Non, je pense que c'est à chacun de faire l'effort et de trouver ses réponses justement à l'importance de la famille qui amène l'équilibre, qui amène aussi le bon sens parfois sur ces choix qu'on peut faire dans la vie. On n'est pas obligé d'avoir les conseils de la famille, on peut en tenir compte bien sûr. C'est comme quand on va voir un avocat ou quand on se confesse. Je pense qu'après on est libre de choisir sa voie mais ça peut aider parfois, au lieu d'aller voir un psy, comme on dit, de parler à des amis, à la famille, et puis de trouver son chemin et de faire ses bons choix, quoi. Mais moi, il m'a fallu du temps dans la vie pour arriver à ça. Je suis fait comme ça. Et quel regard vous posez sur notre société actuelle? Difficile comme question. C'est vaste. Sur la société actuelle, je dirais que chacun, alors c'est bateau ce que je veux dire, vit avec son temps. Comme on peut l'évoquer parfois, on dit que souvent beaucoup de personnes disent c'était mieux avant. Je crois qu'il faut vivre avec son époque, avec tout ce que peut nous apporter la vie d'aujourd'hui. Faut faire avec, c'est pas mieux, c'est redonner un sens aux valeurs et puis ce qui détruit un peu tout ça, le sens des valeurs, c'est les réseaux sociaux sur lesquels les gens se greffent et superficiel, et dès qu'on ne sait pas quelque chose, on va sur Google, alors qu'on a des gens autour de nous qui peuvent amener des réponses à nos questions, qu'elles soient
scientifiques, qu'elles soient des questions qu'on se pose sur la vie. Voilà, c'est. Et les amis des réseaux sociaux ne sont pas toujours les bons amis. En plus, oui, pour certains, on les connaît même pas. Voilà. C'est compliqué. J'avoue, j'ai un compte Facebook, mais j'essaye de l'utiliser avec parcimonie. C'est plus pour parler de ma partie artistique où quelquefois je fais un petit coup de pub, quoi. Bon, on va faire une petite pause. Oui. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. La tendresse de Bourvil, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est philosophique. Hein. On devrait faire écouter ça à la jeunesse d'aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, si je peux me permettre, le spectacle Bourvil que je fais, où je reprends les chansons de Bourvil à la façon de Bourvil et à la façon d'autres chanteurs, c'est pour faire découvrir justement à ceux qui ne connaissent pas les textes et les chansons de Bourvil, de les faire découvrir à un public plus jeune, et puis pour faire redécouvrir à des personnes ayant connu ces chansons, de les faire redécouvrir d'une autre façon, parce que je pense que dans ces textes, il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de valeur, quoi. Sans la tendresse, l'amour ne serait rien. C'est quoi l'amour pour vous? L'amour. Qu'est-ce que c'est pour moi l'amour? C'est une fusion. Oui, c'est une fusion. C'est de regarder l'autre avec bonheur. C'est un échange. C'est important, c'est vital. C'est la pile électrique qui nous mène, qui nous fait vivre, qui nous rend heureux. Dites-moi, j'ai une petite question peut-être indiscrète. Est-ce que vous pensez qu'il y a un être suprême, un créateur de l'amour?
Là, la question n'est pas facile. Ou un passeur de l'amour? Moi, je pense que l'amour se transmet, mais c'est personnel, hein, l'amour se transmet avec l'amour qu'on a reçu de nos propres parents. C'est l'éducation, quoi. C'est la façon dont on nous a transmis toutes ces valeurs qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de la rendre et de la transmettre à notre tour à nos propres enfants. On dit que l'amour, c'est le plus beau cadeau du ciel. Ah oui. C'est vrai. Ben bien sûr, ouais, c'est merveilleux. S'il n'y avait pas ça, la vie serait triste. C'est dans les petits détails, souvent. Les petits détails qui sont... Le regard, la main... Qui sont des gros détails. C'est de l'attention, et c'est de l'attention au quotidien. C'est pas quelque chose d'acquis pour toujours. C'est pas un pacte qu'on signe et puis on s'en lave la main et c'est fini. Non, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Et c'est avec tout le monde, avec tous ceux qui nous entourent. Vous aimez la vie? Ah oui. Beaucoup. Oui. Écoutez, Michel Carva, on va bientôt se quitter. C'est vrai. Ça passe vite. Ça passe très vite. Voilà, on a eu un beau parcours de votre vie. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos spectacles, beaucoup de messages à passer. Oui. Avec l'émotion, avec de la tendresse, avec de l'amour, et c'est un grand cadeau que vous pouvez faire donc aux personnes qui sont peut-être dans la solitude. C'est terrible, la solitude. Tout à fait, oui. Oui, vous avez connu? Personnellement, non, mais si on a un peu le temps, je peux citer un exemple. On parlait tout à l'heure de mon métier de facteur et sur mon métier de facteur, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes très seules et désœuvrées. Et une personne chez qui je passais régulièrement, un jour s'est retrouvée sur le lit, malade, seule, sur un matelas, il n'y a même pas de drap, même pas de couverture, c'était seule chez elle, ça sentait mauvais, elle était seule, elle ne pouvait pas s'occuper d'elle, elle n'avait personne pour s'occuper d'elle, quoi. Donc je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose, et je me suis adressé aux personnes compétentes, je fais court, hein, pour qu'ils interviennent avec son accord au préalable, c'était important, et puis les personnes sont intervenues et ils l'ont sortie de cette misère dans laquelle elle se trouvait. Je veux pas me lancer des fleurs, mais c'était la moindre des choses à faire pour que cette personne retrouve une dignité, quoi. Et pour terminer, qu'est-ce que vous auriez une belle phrase, un beau message à passer aux auditeurs? Une belle phrase, un beau message, comme ça, d'une manière spontanée, à brûle-pourpoint. La vie est un cadeau, il faut en profiter, et puis ne pas gâcher ce temps qui nous est offert, et puis surtout ne pas précipiter les choses, vivre au jour le jour, et puis tout ira bien. Merci Michel Carva de nous avoir donné du bonheur. Merci. Merci à vous.